Et la satire vise non le musulman du roman de l'islam, mais bien nos élites intellectuelles françaises actuelles. Est-ce à dire que l'on retrouve dans ce roman une forme de moralisme à la française? Je ne le crois pas. C'est d'ailleurs en quelque sorte la nouveauté de ce texte. Si le ton est satirique, sans complaisance, il n'y a pas véritablement de jugement et encore moins de condamnation. À ses détracteurs, qui lui reprochent d'avoir fait avec soumission une provocation aussi dangereuse qu'inacceptable, Michel Houellebecq réplique dans une interview accordée à Sylvain Bourmeau quelques semaines avant la parution du livre, en expliquant sa méthode de travail. Je le cite: « Je procède à une accélération de l'histoire. Il n'est donc pas question de fin de l'histoire, mais d'une sorte d'expérience en laboratoire qui, par une accélération du temps et des événements, permet de grossir certains traits de la France d'aujourd'hui et d'envisager pour elle des avenirs possibles. » Dans la même interview, Houellebecq poursuit: « Je ne peux pas dire, je le cite, je ne peux pas dire que c'est une provocation, dans la mesure où je ne dis pas de choses que je pense foncièrement fausses, juste pour énerver. Je condense une évolution, à mon avis, vraisemblable. » Fin de citation. Un an et demi avant la publication de Soumission, paraissait en Russie le nouveau roman d'un écrivain à la réputation tout aussi sulfureuse que celle de Houellebecq, et de mon point de vue, un des plus grands écrivains russes contemporains, Tellurie de Vladimir Sarokin. Le roman suscitait chez les lecteurs de Russie des réactions diverses, les uns évoquant leur dégoût, je cite, comme toujours chez Sarokin, les autres faisant part de leur enthousiasme. Les critiques littéraires, en revanche, à la différence des critiques français pour Houellebecq, étaient dans l'ensemble assez élogieux. Tellurie est divisé en 50 chapitres de longueurs diverses, entre 1 et 30 feuillets, tous sur des thèmes différents, avec des personnages différents quand il y en a. 50 chapitres sans lien entre eux, ou presque, je reviendrai sur ce lien. Ils sont également écrits dans des styles différents, et même, peut-on dire, presque des langues différentes. Là aussi, je reviendrai sur ce point. À première vue, donc, rien de commun entre Soumission et Tellurie. Autant Soumission est concentrée sur un avenir proche, une évolution vraisemblable, pour reprendre la formule de Houellebecq, évolution de la France et peut-être à terme de l'Europe, comme semble l'indiquer la rapide mention de la Belgique à la fin du roman. Autant Tellurie est dispersé, morcelé. Par ailleurs, du point de vue stylistique, on ne trouve pas d'écrivains plus différents que Houellebecq et Sarokin. Pourtant, leurs interrogations, de même que tout bien considéré leurs approches, présentent d'évidents points communs, alors même que leurs itinéraires littéraires et personnels sont précisément bien peu en commun. Tellurie met en scène la Russie et l'ensemble du continent eurasiatique dans un avenir, semble-t-il, assez proche, moins sans doute que l'avenir envisagé par Houellebecq, mais c'est une question de 2 ou 3 générations, pas plus. Rien à voir donc avec les avenirs irréels et indiscernables des auteurs d'utopie et de dystopie. Tout sur le continent vu par Sarokin s'est délité, tout a explosé. De la Russie telle que nous la connaissons aujourd'hui, ne demeure que la Moscovie, gouvernée par un souverain orthodoxe de religion et communiste en même temps. Le reste du territoire se répartit en principautés, républiques, monarchies, lieux de guérilla et de guerre civile. Un Français originaire de Normandie est à la tête d'une république de Tellurie dans l'Altaï, république qu'il a créée lui-même, tant qu'à faire. La Sibérie est complètement indépendante. La région de Ryazan a restauré le régime existant en Russie avant la Révolution. Dans les forêts ouraliennes se battent des partisans qui se fixent pour but d'instaurer des USU, c'est-à-dire des États-Unis de l'Oural. Des milliardaires ont fait l'acquisition d'une centaine d'hectares de terre et y ont installé une SSSR, République socialiste soviétique stalinienne, petit État qui fonctionne en tant que tel, mais qui est aussi une sorte de parc d'attractions extrêmement rentable qui attire du monde entier des touristes en mal de stalinisme. La Russie
l'Europe, et pour te dire l'ensemble de la planète, ont considérablement changé. Les États ont perdu leurs anciens contours, des frontières ont disparu, d'autres sont apparus, les humains ont muté, on trouve des centaures, des nains, des géants, des robots, des créatures à tête de chien. Bon, le lecteur familier de l'univers de Sarokin n'en sera pas surpris. Les techniques les plus en pointe se mêlent à d'anciennes traditions remises à l'honneur. À Moscou, capitale de la Moscovie, on se déplace à cheval ou dans des véhicules motorisés fonctionnant à la pulpe de pommes de terre. Résultat, Moscou pue la patate et le crottin. Les Chinois se sont posés sur Mars, des armées wahhabites ont fait irruption en Europe de l'Ouest. En Allemagne, la résistance s'est organisée et a fini difficilement et au prix de nombreux sacrifices humains par les mettre dehors. Leur passage en Suisse n'a laissé que ruines et cendres. Les envahisseurs ont été stoppés du côté de Marseille. En France, la couvertoirade, dans le sud de la France, est le repère de nouveaux templiers qui, revêtus de robots comme les chevaliers l'étaient de cuirasse au temps jadis, combattent les infidèles et vont bombarder Istanbul. Quelques îlots raffinés de haute culture voisinent avec des kilomètres carrés de barbarie vengeuse. À la suite de l'affrontement des mondes musulmans et chrétiens, l'Europe est devenue le théâtre, en quelque sorte, d'un nouveau Moyen-Âge, pour reprendre la formule de Bildiev. Il y a d'ailleurs également des allusions au Moyen-Âge dans le roman de Houellebecq. Un Moyen-Âge perçu comme un temps sombre, ténébreux, violent. Monde musulman, monde chrétien, soumission du second au premier chez Houellebecq, confrontation violente entre les deux chez Sarokin. La différence, voire l'opposition, saute immédiatement aux yeux du lecteur. Mais c'est là le niveau de lecture le plus évident et le plus facile, ce qui d'ailleurs n'enlève rien à la réalité du problème. À un autre niveau, toutefois, on relève dans les deux romans une omniprésence des religions et des faits religieux. J'évoquais à l'instant l'orthodoxie et les templiers pour Sarokin, mais les religions et philosophies orientales occupent également une place importante dans son roman. Quant à la République stalinienne que j'ai mentionnée, elle expose dans sa capitale, Stalingrad, des reliques de Staline, devenues une sorte de dieu qui attire en masse les pèlerins. Je cite Sarokin, une nouvelle religion avait été créée, dont s'occupaient des intellectuels et des théologiens, qui ne comptaient certes pas parmi les plus insignifiants. Fin de citation. Michel Houellebecq, lui, consacre près de la moitié de son roman aux travaux de son héros sur Huysmans, et plus encore sur la conversion de Huysmans au catholicisme. Dans l'interview que j'ai citée tout à l'heure, Houellebecq a cette réflexion surprenante, me semble-t-il, par son côté karamazovien, dans l'esprit d'un Ivan Karamazov, bien qu'il l'exprime d'une autre façon et à une autre époque. Je cite, « Une société n'a pas de chance de survie sans religion. » Fin de citation. Bien plus, et c'est là que ça devient intéressant, réduisant à néant les accusations d'anti-islamisme portées contre soumission, Michel Houellebecq indique dans la même interview que son projet initial concernait non pas l'islam, mais le catholicisme, d'où les pages importantes consacrées à Huysmans. Cependant, ajoute-t-il, et je le cite, « Je n'ai pas réussi à faire ça. Ça ne marchait pas. » Et il explique pourquoi, en tout cas il donne seule explication, mais qui mérite à mon avis qu'on s'y arrête. Je le cite, « Ça, c'est-à-dire le catholicisme, a déjà servi. Ça paraît appartenir au passé. Ça s'était fait. L'islam a une image à venir. » Fin de citation. Houellebecq élargit ensuite sa réflexion sur la base d'un autre exemple. Je cite, « Pourquoi la nation, ça ne marche pas? Parce qu'on en a trop abusé. » Et d'ajouter, et c'est peut-être sans doute ce qu'on lui pardonne le moins, je pense, en France, je cite, « Quant à la philosophie issue des Lumières, elle n'a plus de sens pour personne, ou simplement pour très peu de gens. » Fin de citation. Alors c'est brutal, c'est très difficile à avaler, cette dernière déclamation de Houellebecq, parce que des générations entières, et pas uniquement en France, ont été élevées dans la philosophie des Lumières, que cela fait partie de notre civilisation européenne.
Mais à mon avis, ça fait également partie des fameuses questions qui font mal et qu'il conviendrait de se poser vraiment, plutôt que de jouer les autruches, sauf à risquer de grosses surprises et de gros désagréments dans notre évolution. Je ferai remarquer, entre parenthèses, que René Girard, que j'évoquais tout à l'heure, ne dit pas autre chose sur la philosophie des Lumières et le religieux, certes d'une façon un petit peu plus élaborée et argumentée que Houellebecq, mais le fond est le même. Les deux romans sur lesquels je me penche aujourd'hui se caractérisent par une énorme violence. Violence des actes, violence des mots, on en prend plein la figure. Soumission évoque le chaos qui règne dans la France de 2022 au moment de la campagne électorale. Manifestations violentes à Paris avant le premier tour de l'élection présidentielle, saccages, affrontements un petit peu partout dans le pays entre les deux tours, qui vont contraindre à repousser le second tour d'une semaine. Le héros, d'ailleurs, est le témoin involontaire de ces violences. Alors qu'il se rend en Dordogne en voiture, il risque la peine d'essence et il s'arrête à une station, je cite. L'aire de parking était déserte et je me rendis tout de suite compte que quelque chose n'allait pas. Je ralentis au maximum avant de rouler très prudemment jusqu'à la station-service. La vitrine avait explosé, des myriades de bouts de verre recouvraient le bitume. Je sortis de ma voiture, m'approchai. À l'intérieur de la boutique, la vitrine contenant les boissons fraîches avait elle aussi été fracassée et les présentoirs des journaux étaient renversés. Je découvris la caissière gisant sur le sol dans une mare de sang, ses bras serrés sur sa poitrine dans un dérisoire geste de protection. Je me dirigeais vers les pompes à essence, mais leur fonctionnement était bloqué. Elles devaient pouvoir être remises en marche à partir des caisses. Je revins vers la boutique, enjambai le cadavre à contre-cœur, mais ne découvris aucun mécanisme paraissant commander la distribution de carburant. Après une brève hésitation, je pris dans les rayonnages un sandwich thon crudité, une bière sans alcool et le guide Michelin. Fin de citation. Toutefois, ce qui frappe le plus le héros quand il arrive enfin à destination et consulte les médias pour tenter de comprendre ce qui s'est passé, il découvre, sa stupéfaction, que journaux, radio et télévision n'en soufflent pas mot. De même que personne ne parle officiellement des désordres qui ont lieu dans toute la France. Mohamed Ben Abbès, le nouveau président, va mettre fin à ce déchaînement de violence en recourant à une autre forme de violence, plus insidieuse, dans le style main de fer dans un gant de velours. Une violence qui se traduit de la manière suivante pour le héros: ou tu te soumets au nouveau régime et te convertis à l'islam, ou tu disparais de l'université et tu perds tout. Il va de soi que la formulation de cette alternative est plus douce, mieux emballée dans le roman que la façon dont je l'exprime devant vous. Le héros finit par se soumettre, après malgré tout quelques hésitations, à la différence de certains de ses collègues. Les femmes sont clairement les plus grandes victimes de cette violence douce. On ne leur laisse pas le choix, elles disparaissent à peu près complètement de la vie publique. Chez Sarokin, la violence est multiforme, à l'image du continent ravagé. J'ai évoqué les guerres, les guérillas, mais il y a aussi la violence urbaine, dans des villes qui sont des champs de ruines, livrés à tous les maraudeurs possibles et imaginables. Plus encore que chez Houellebecq, il y a la violence exercée par les différentes autorités en place à l'encontre des populations et des individus. Le souverain orthodoxe et communiste qui règne sur la Moscovie est parvenu à asseoir son pouvoir par des méthodes rien moins autoritaires. Au chapitre 30, un vieil homme, parti de Moscou avec ses parents au temps de la Grande Famine, et réfugié dans la République démocratique de la Mer Blanche, s'entretient avec un jeune habitant de la Moscovie qui, lui, n'a pas connu l'ancienne Moscou et apparaît comme un fervent soutien du souverain orthodoxe communiste. Je vous cite un extrait de leur dialogue. C'est le vieil homme qui parle d'abord. Mes parents, curieusement, redoutaient Moscou, elle les effrayait. Il est vrai qu'il s'en était passé des choses. Des bruits couraient, des histoires de cannibalisme, comprenez-vous, tous avaient vu ces scènes atroces. Puis c'était terminé. Le souverain avait remis de l'ordre. On pendait cannibales et maraudeurs en place publique. Bien sûr, tout s'est calmé.
Il n'empêche que mes parents n'ont pas voulu rentrer, voyez-vous, avec tout ce qu'on colportait sur les atrocités. Il y avait là-dedans plus d'inventions que de vraies. La Moscovie n'a pas connu d'atrocités particulières. Ces châtiments exemplaires, ces gens que l'on fouettait, c'était absolument nécessaire. Comment sans cela mettre de l'ordre? Je ne sais, dans la mer Blanche, on s'est arrangé sans. Les Allemands, les Finlandais nous ont aidés. La Moscovie, elle, s'est relevée seule. Fin de citation. Le Français qui a fondé la Tellurie dans l'Altaï est un dictateur de la plus belle eau, dont la police politique liquide tous ceux qui se permettent d'émettre la moindre critique, fût-elle la plus innocente. À Riazan, où je l'ai dit, on a restauré le tsarisme, la lutte pour la pureté de la langue russe, souillée par les soviétismes et les influences étrangères, s'effectue sans ménagement. Au chapitre 7, un prince de Riazan évoque cette question avec un moscovite au terme d'une partie de chasse. Je cite, c'est le prince qui commence. Il aura fallu 30 ans pour épurer la langue et revenir aux sources. L'État, c'est la langue. Langue, tel ordre. Qui le premier a soulevé cette question? Nous autres de Riazan. Qui a effectué la première réforme de la langue? Qui a interdit le galimatia, les mots étrangers imbéciles, tous les rebranding, holding, marketing? Qui a donné l'exemple, y compris à votre Moscovie? Nous, toujours nous. Le compte. Mon défunt papa racontait qu'à l'école, on vous mettait au coin pour le mot Internet. Mais oui, on nous mettait au coin et on nous donnait le fouet. Seulement, vous avez vu le résultat? Du bon russe vivant, on ne s'en lasse pas. L'ordre règne, chez nous en tout cas. Fin de citation. La violence chez les deux auteurs est aussi sexuelle. Pédophilie, esclaves sexuels, tourisme sexuel, et j'en passe. On trouve en outre chez Sarokin une forme de violence particulière. D'où la Tellurie est affondée donc par le normand Jean-François Trocard, tire-t-elle son nom, du Tellure, auquel le chapitre 27 est entièrement consacré, à la façon d'une notice de Wikipédia que je ne vais pas vous infliger tout entière, juste quelques extraits pour vous permettre de vous repérer dans le chaos ambiant. Je cite Tellure, tellurium, élément chimique du groupe 16, période 5, de numéro atomique 52. Métalloïde argenté, cassant, métal rare. On ne compte dans le monde que 4 gisements de tellure natifs. En 2022, marrant que ce soit la même date que dans Soumission, en 2022, aux environs de Tourotchak, localité de l'Altaï, les archéologues chinois découvraient un antique temple zoroastrien érigé au IVe siècle de notre ère sur un gisement de tellure native. Il recelait 48 squelettes gisant dans la même position, mains jointes sur la poitrine. Les crânes en étaient tous transpercés au même endroit par de petites 42 mm pointes de tellure native. Par la suite, des chercheurs de l'Institut du cerveau de Pékin, en collaboration avec des collègues de l'université de Stanford, se livraient à une série d'expériences sur des volontaires obtenant des résultats stupéfiants. En 2026, l'utilisation expérimentale des pointes de tellure était interdite par une convention de l'ONU. Les pointes de tellure native ont été ajoutées à la liste des drogues dures et leur diffusion tombe sous le coup de la loi. Fin de citation. Bien qu'interdit ou parce qu'interdit, le tellure est l'objet d'un énorme trafic et fait la richesse de la tellurie du normand Jean-François Trocard. Utilisé sous la forme de clous enfoncés dans les crânes humains, le tellure est aux narcotiques ordinaires ce que la bombe atomique est aux armes à feu. Il plonge les cloutés dans un état d'euphorie enviable. Mieux, il a l'immense avantage de faire perdre la notion du temps. Le tellure est en fait l'élément qui relie entre eux les 50 chapitres du roman de Sarokin. Tous les personnages ont à voir avec le tellure, tantôt parce qu'ils sont cloutés ou veulent se faire clouter, tantôt parce qu'ils sont spécialistes du cloutage, un métier délicat. Même les charpentiers qui l'exercent ont parfois les ratés et leurs clients meurent, tantôt parce qu'ils en font le trafic. Il est notable que la seule constante du roman est précisément à voir indirectement avec le temps. Il ne s'agit pas toutefois d'une victoire collective sur le temps, comme dans l'utopie, mais d'une fuite individuelle par le biais d'un paradis artificiel
du rejet d'un présent insupportable, d'un avenir informe et inquiétant, d'un passé dont il ne reste que ruines et souvenirs confus. Il ne faut pas, dit un des personnages de Salokin, se fier à la mémoire, surtout à notre époque. Fin de citation. Plus de mémoire donc, ou au minimum une mémoire brouillée. Plus de repères à aucun niveau. Tout est mêlé, confus, embrouillé. La meilleure illustration en est sans doute le chapitre 3, entièrement constitué d'une prière qui est la quintessence de la confusion. Alors je ne vais pas vous la lire tout entière parce qu'elle fait 3 pages, sans une virgule, mais je vais vous en donner un extrait pour vous donner un petit peu l'idée. Un extrait du début et je vous donnerai la fin. Par la grâce du top manager souverain, ad majorem PCUS gloriam, dans la communion des saints, au nom 3 fois sacré du bonheur du peuple, autant comme par la volonté de Dieu, autant comme par la chouquette de l'impérialisme mondial, autant comme par la bobinette du satanisme éclairé, autant pour cargue la flamme éternelle du patriotisme orthodoxe, dans le consensus dur et la paix de l'âme, terrassée par l'expertise financière des principes capitalistes. Pour la glorieuse histoire de l'État russien ayant pleine et entière jouissance du droit hautement technologique de détruire et de réunir, d'appeler et de convoquer, d'orienter et de faire l'unité de la communauté, autant comme de s'abattre les gueules dans les 5 lieux de l'universel holding de la conciliarité, etc., etc., etc. Là, pour 3 pages. Et ça se termine par, au nom des idéaux prônés par l'humanisme, le néoglobalisme, le nationalisme, l'anti-américanisme, le cléricalisme, autant comme le volontarisme, aujourd'hui et à jamais dans les siècles des siècles. Amen. Fin de citation. Le chapitre 22, lui, met en scène 2 pèlerins, 2 voyageurs à tête de chien, qui tentent de gagner la théorie. L'un est philosophe, l'autre poète. Ils sont à peu près les seuls dans le roman à conserver partiellement des principes moraux et à préserver des traditions culturelles remontant à l'Antiquité grecque. Ils sont également parmi les rares à parler un langage châtié, presque trop même, un langage léché, vaguement ridicule. Le russe, très châtié lui aussi du prince de Ryazan, que j'évoquais il y a quelques instants, est également un peu risible. Pour le reste, dans l'ensemble du roman, les langues se mélangent constamment, à l'instar des notions et des concepts. On trouve régulièrement au milieu d'une phrase des mots allemands, chinois, serbes, kazakhs, et j'en passe. La langue, ses avatars, ses distorsions, ses évolutions, plus ou moins naturelles, plus ou moins imposées, ont toujours été au cœur des préoccupations de Vladimir Salokin. Il n'en va pas différemment dans Télurie, son dernier roman. Il est clair que l'écrivain s'amuse à multiplier les tonalités, les intonations, les styles. Mais outre ce jeu auquel il excelle, il y a dans son dernier roman le constat d'une réalité. J'insiste ici sur le mot constat. Salokin, comme Houellebecq d'ailleurs, ne s'insurge pas contre les changements qui, dans tous les domaines, se dessinent ou s'accomplissent d'ores et déjà sur le continent européen et dans le monde. Un constat peut-être un peu triste, mais le constat d'une réalité ou d'une bientôt réalité contre laquelle on ne peut pas grand-chose et qui a peut-être ses côtés positifs. Il n'y a donc pas rejet ou dénonciation radicale de la part des 2 écrivains, à la différence de ce qui se passe dans les œuvres contre-utopiques. Dans Soumission, Mohamed Ben Abbès ne prend pas le pouvoir par simple goût du pouvoir. Il a un grand projet que l'auteur ne perçoit pas forcément comme un cataclysme, ainsi qu'il le déclare dans l'interview que j'ai mentionnée déjà à plusieurs reprises. Je cite Houellebecq. « Je trouve que le projet de reconstitution de l'Empire romain n'est pas con. » Je cite Houellebecq, je suis désolé. « Recentrer l'Europe du Sud, ça peut donner un sens à ce truc c'est l'Europe, qui n'en a pas à l'heure actuelle. Politiquement, on peut parler de forte acceptation, ce n'est pas une catastrophe, en fait. » Fin de citation. Michel Houellebecq voit donc dans le projet de son héros, la reconstitution de l'Empire romain, une issue pas si négative à la crise dont il effectue une observation précise.
On ne peut pas dire que ce soit un grand enthousiasme, le projet n'est pas con, c'est tout ce qu'il en dit, mais c'est mieux que rien, c'est un pis-aller au fond respectable, auquel, faute de mieux, il est plus ou moins possible d'adhérer. La démarche de Vladimir Sorokin est autre, mais le constat est le même, et l'éclatement, le morcellement du monde sont présentés comme partiellement salutaires. Après l'effondrement de toutes les utopies, idéologiques, géopolitiques, technologiques, et le retour à un Moyen-Âge béni, le monde, dans le roman de Sorokin, a repris taille humaine. Les nations sont revenues à la vie. L'homme, dit Sorokin, a cessé d'être une somme de technologies. Quant à l'ensauvagement de l'Europe, inutile pour Sorokin d'en chercher les coupables. La faute en revient pour lui à la nature humaine, qui porte en elle, en quelque sorte, la tentation du Moyen-Âge. Dostoïevski, là encore, n'est pas très loin, mais il s'agit cette fois